Bonjour à tous ceux qui se connectent. Bienvenue sur ce webinaire. Alors, on va prendre quelques secondes, le temps que tout le monde arrive. Je vous invite à vous manifester tout de suite dans le chat pour me dire si vous êtes bien là, bien présent. Bienvenue à tous. Je vois que ça tapote sur les claviers, donc je pense qu'on est bon. Ravi de vous retrouver donc pour ce webinaire Instant RH. Je suis Anaïs Ledigarcher, experte pour le média Culture RH. Et on se retrouve régulièrement pour des webinaires pour parler de différentes thématiques. Et aujourd'hui, le sujet sera super passionnant puisqu'on va parler de quête de sens et notamment du rôle que doit jouer l'entreprise ou pas dans la quête de sens de ses salariés. Et comme à chaque fois, pendant ces webinaires Instant RH, on est toujours accompagné de superbes invités. On a toujours un expert du sujet et un DRH pour la partie expertise terrain. Et donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être aux côtés de deux superbes invités que je vais pouvoir vous présenter. Alors déjà, dans un premier temps, on a à nos côtés Catherine Testa, fondatrice du média positif L'Optimisme. Alors bonjour Catherine, je te laisse nous rejoindre et puis nous parler de toi en 2-3 mots avant que je puisse ensuite présenter notre second invité. Est-ce que Catherine, tu es bien parmi nous? Est-ce que tu m'entends? Oui, est-ce que tu m'entends? Je t'entends, mais je ne te vois Je partage ma Elle va revenir dans quelques secondes. Ça y est, on te voit, c'est bon. Bienvenue. Alors, merci Anaïs, merci pour l'invitation. Alors effectivement, je suis la fondatrice de l'Optimisme avec une particularité de partager les initiatives positives, notamment du monde de l'entreprise et une forte connexion avec nos audiences qui nous remontent beaucoup, beaucoup de petites anecdotes et qui nous racontent beaucoup ce qu'ils sont en train de vivre dans leurs entreprises. Donc c'est à ce titre-là que j'interviens aujourd'hui. Trop bien, donc ça va être vraiment génial de t'avoir à nos côtés, parce que tu vas vraiment nous apporter une réelle expertise sur le sujet de la quête de sens. Et puis notre second invité, c'est donc le DRH de Lucas, Charles, Charles de Fréninville, que je vais laisser se présenter en 2-3 mots aussi. Est-ce que Charles, tu es parmi nous? Est-ce que Charles est ici? Suspense. Bon, on va prendre quelques secondes. Charles doit tenter de se connecter, j'imagine. Il a la même chose que moi. Il doit autoriser l'accès à sa caméra. J'ai eu la même surprise. C'est normal. Je crois que ça y est, je crois qu'il est en train de nous rejoindre. Bon, en attendant que Charles nous rejoigne, pour donner un petit peu le cadre de ce webinaire, je vous invite à réagir dans le chat. L'idée, c'est d'avoir un webinaire hyper participatif. Donc, sentez-vous à l'aise et libre de rebondir, de poser vos questions. Cependant, je vous précise qu'on prendra quand même un temps en fin de webinaire de 10-15 minutes où on répondra à vos questions. Et au fil de l'eau, certaines questions, on pourra y répondre au fur et à mesure. L'idée aussi, c'est de prendre en considération tout ce que vous avez, vous aussi, à nous partager. Et on est ravis de vous retrouver et d'avoir autant de monde de présents, autant d'actifs. Donc, c'est chouette de vous retrouver. Alors, est-ce que Charles, je dois autoriser, alors on est toujours au même point, Charles. Il ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Catherine, en attendant, est-ce que tu veux nous dire un petit peu deux petits mots sur ton actu ou je sais que tu as pu couvrir ce sujet à plusieurs reprises à travers tes livres, tes ouvrages. Oui, je pense qu'on en parlera juste après parce que mais parfait, Charles est parmi nous. J'y suis arrivé. Merci Charles. Charles, est-ce qu'en 2-3 mots, tu veux bien nous expliquer un petit peu qui tu es et qui est Lucas, du coup? Yes, alors qui je suis? Donc moi je suis le DRH de Lucas. J'ai rejoint Lucas il y a 1 an après avoir créé une startup qui s'appelle Plumatoire, qui a été rachetée par Lucas et qui s'occupait de qualité de vie au travail. Et qu'est-ce que fait Lucas? Eh bien, Lucas édite des logiciels RH pour simplifier et automatiser différentes tâches administratives qui vont du dépôt de congé aux entretiens annuels, aux notes de frais, et puis donc la prise de pouls des collaborateurs, par exemple. Super, impatiente. Peut-être en quelques mots aussi, quelques chiffres. On est 350 collaborateurs, on a plus de 5000 clients et on est présent sur différents sites en France, Paris, Nantes, Marseille et on a maintenant des bureaux plus petits à Barcelone et en Suisse, à Genève. Super, c'est trop bien de t'avoir parmi nous parce qu'on va avoir un réel
retour terrain pour approfondir ce sujet. Et justement, ce sujet de la quête de sens, pourquoi on a voulu aborder ce sujet, c'est un peu dans l'air du temps, hein. C'est un sujet dont on parle beaucoup à travers des médias ou sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, c'est vraiment le sujet d'actu. Et en fait, on est tout simplement parti d'un constat, hein. Il y a beaucoup d'études qui tombent régulièrement et encore plus particulièrement depuis ces dernières années avec la pandémie, et notamment une étude Audencia et Jobs That Make Sense sur la quête de sens et les nouveaux critères, hein. Je pense que beaucoup d'entre vous ont dû le remarquer. Qu'est-ce qui a changé? Principalement, c'est ce qui nous a marqué, c'est ce qui nous a donné envie d'aborder ce sujet aussi, c'est que le niveau de rémunération, qui était pourtant un critère vraiment prioritaire depuis quasiment toujours, est vraiment passé au second plan pour laisser la place à justement cet intérêt pour la mission, parce que l'enquête nous dit quand même que 71% des personnes sondées désormais ont comme critère prioritaire l'intérêt pour la mission, et 54% un impact positif sur la société, et laissant au second plan le niveau de rémunération, et c'est assez fou. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi pourquoi la vision du travail, elle a évolué? Est-ce qu'elle a vraiment évolué finalement? Ou est-ce que simplement les salariés surinvestissent le travail en y recherchant des réponses qu'ils ne trouvent pas dans la sphère privée? Et puis surtout, c'est surtout ça la question qu'on se pose aujourd'hui tous les trois, c'est quel est le rôle de l'entreprise? Est-ce qu'elle a d'ailleurs un rôle? Et si elle en a un, lequel est-il? Et comment faire pour concilier tout ça? Et là, ça va être intéressant, Charles, d'avoir ton retour d'expert en tant que DRH. Et Catherine, tu vas pouvoir vraiment nous apporter ta patte en tant qu'experte de tout ce qui touche la quête de sens, la QVT, etc. Et j'aimerais bien que tu nous dises déjà dans un premier temps, parce que c'est tellement large comme expression, la quête de sens, mais qu'est-ce que ça veut dire déjà le mot sens? Est-ce que tu peux nous éclairer sur ça? Ouais, et je crois qu'on a souvent oublié finalement de repartir des mots en fait et de la définition. Le mot sens, à un moment donné, je l'avais partagé sur LinkedIn, c'est un mot qui est polysémique, c'est-à-dire que ça veut dire différentes choses en fait. On peut parler des sens, les facteurs physiologiques, vous savez, l'odorat, le toucher, les émotions qu'on peut vivre, mais le sens, c'est aussi la représentation en fait qu'on a finalement du travail, parce que le sens du travail, ça peut être la représentation comme le sens d'un mot. En fait, c'est la représentation qu'on a du mot, mais le sens, ça veut aussi dire la notion de la raison d'être, en fait. Ma vie a un sens, en fait, a une raison d'être. Et c'est vrai que je pense qu'il faut commencer toujours par se questionner, c'est quoi le sens du travail, en fait? Est-ce que c'est la vision que j'en ai? Est-ce que c'est les émotions que j'y vis, en fait? Ou est-ce que c'est tout simplement la raison d'être de mon travail? Et donc, déjà, repositionner ce mot polysémique et de le réexpliquer, je pense que c'est, on va dire, la première étape. Oui, absolument. Et alors, moi, j'aimerais bien t'interpeller sur un point, Catherine, parce que pour être régulièrement aux côtés de personnes qui sont en quête de sens, moi aussi, parce qu'il m'arrive de faire des bilans de compétences, est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'injonction au bonheur au travail, à la quête de sens? J'ai l'impression que beaucoup de personnes se mettent une espèce de pression, comme si, ah là là, j'entends partout parler de la quête de sens, je dois trouver un sens à mon travail, et ça me fout la pression, tout le monde me dit qu'il faut que, et moi finalement, mon job, je m'en fiche, c'est un job alimentaire. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça, toi, de ton point de vue, quel est ton ressenti? Je pense qu'on a valorisé le job par le job passion. Tu sais, globalement, il faut tous qu'on soit hyper heureux au travail, il faut qu'on soit hyper optimiste au quotidien. Et du coup, ça peut entraîner quelque chose de très culpabilisant. Mais en fait, nous, on s'est beaucoup posé la question du pourquoi, en fait. Et c'est aussi parce que parfois, on a perdu le sens du collectif. C'est-à-dire qu'on appartient beaucoup moins, finalement, à son territoire. On s'engage moins, finalement, dans ce qui se passe au quotidien, sur le terrain, on s'engage moins parfois avec notre famille parce que on est de plus en plus, tu sais, décentralisé, on s'engage moins dans la vie associative aussi, et du coup, on vit beaucoup, de plus en plus à travers notre entreprise, et c'est à travers notre entreprise qu'on va participer à la collectivité, et du coup, on va avoir besoin de justifier que notre boulot a du sens pour qu'on se sente, entre guillemets, utile à la société. Mais en l'occurrence, il y a des gens qui ont des jobs complètement alimentaires, qui sont très OK, qui le font très bien, parce que derrière, à côté, ils ont des vies associatives hyper riches, ils ont des vies familiales, des vies citoyennes hyper riches, et ça, c'est complètement OK. Du coup, faire
peser cette injonction de il faut aller au travail, il faut être hyper heureux. Et puis, si tu fais ça, tu es un ringard. Hein. Regardez le déplacement, in fine, des métiers qui nous faisaient fantasmer il y a 15 ans quand je suis sortie d'études et aujourd'hui, ce n'est pas du tout les mêmes. Maintenant, on envoie des paillettes dans les yeux quand on est entrepreneur, mais enfin, la réalité du monde entrepreneurial, je pense qu'avec Charles, on peut en parler, c'est pas des ballons licornes, c'est pas l'illusion en fait que les réseaux sociaux peuvent nous envoyer où tu as l'impression que tout le monde est en train de faire la teuf avec des ballons licornes sur Instagram ou sur LinkedIn. C'est pas la réalité du terrain. Donc, c'est aussi sortir probablement de cette illusion que le job, c'est hyper cool en permanence en disant, mais moi, je suis désolée, j'ai l'impression de passer ma vie à taffer. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui passent leur vie à bosser, c'est justement ceux qui ne sont pas en train de publier sans arrêt des trucs sur LinkedIn. Quoi. Donc, c'est sortir de cette sorte d'illusion. Enfin, le travail, c'est aussi pour bosser, pour contribuer. Et en fait, on peut trouver du sens de façon multifactorielle dans la société et pas que au boulot. Mais faut le réexpliquer, ça, je pense. Ouais, donc le mot d'ordre, c'est déculpabiliser et décomplexer finalement. Et ça touche aussi les entreprises. Tu peux sûrement nous en parler, Charles, parce que est-ce que cette culpabilité, elle touche aussi les entreprises du coup? Ouais, alors, est-ce qu'en tant que DRH, on culpabilise de ne pas rendre les gens heureux, c'est ça ou... Parce que, en l'occurrence, Catherine a 100% raison et je suis 1000 fois d'accord avec le phénomène culpabilisant. Il y a même cette notion qu'on appelle la happycratie. Donc, je vous invite à lire le livre d'Eva Illouz qui en parle. Et effectivement, c'est pas qu'au travail, c'est partout. Il y a une injonction à être heureux. Et il y a un peu ce côté, comme si le bonheur pouvait être une notion un peu de volonté. En travaillant, on pouvait devenir heureux. Et bien donc, c'est la responsabilité de l'individu qui porte le poids de cet élément-là. Et cette injonction-là, effectivement, elle peut se retrouver éventuellement dans le travail en disant, mince, si j'arrive pas à être épanoui, à avoir des likes sur LinkedIn, effectivement, c'est peut-être ma faute à moi. Il faut arriver à casser ce cercle vertueux-là. Et la position de l'entreprise là-dedans, c'est bien sûr de favoriser le terreau pour que le collaborateur puisse s'épanouir, arriver à mettre à disposition des éléments, des cartes, une culture propice pour le collaborateur puisse faire. Mais comme le disait Catherine, le sens et puis l'épanouissement, c'est quelque chose de multifactoriel. Et donc, il n'y a malheureusement pas, moi j'adorerais avoir une grande toque et vous faire une recette de cuisine en disant, voilà, alors pour l'épanouissement, vous mettez un peu de ceci, un peu de cela, et paf, ça marche. Et non seulement ça ne marche pas pour toutes les entreprises de la même façon, mais au sein d'une entreprise, ça ne marche pas pour toutes les équipes ou tous les collaborateurs de la même façon. Ouais. Et là où le métier, pour le coup, de RH est génial, c'est d'arriver justement à composer avec ces différentes sensibilités, cette patte humaine, et avoir des choses à la fois qui rassemblent, mais aussi entendre les spécificités de chacun et arriver à donner à chacun les cartes à jouer pour être top. Quoi. Oui, parce que chaque personne a sa définition du sens en fait qu'il souhaite donner à son travail ou à sa vie en général. Et finalement, ce que tu es en train de dire, c'est que le rôle du DRH, c'est de prendre en considération les besoins de l'individu dans un collectif. Donc, c'est hyper, c'est hyper complexe finalement. Et alors, comment toi, tu mènes ça chez Lucas? Quelles actions concrètes vous menez pour répondre à ça finalement? Ouais, il faut le prendre en compte sans être notamment, juste une sorte de barycentre des envies de tous les collaborateurs. Il me semble que tu vois, chez Lucas, nous, en l'occurrence, on a un objet social, on est une entreprise, et donc on veut quand même arriver à servir une mission globale, qui est d'arriver à faire des beaux logiciels, que nos clients soient contents et épanouis. Et dans ce cadre-là, on doit prendre en compte cette composante-là qui va forcément influencer sur notre culture et sur ce qu'on peut permettre aux collaborateurs. Ce serait par exemple illusoire de dire que demain, n'importe qui venant chez Lucas va forcément trouver chaussure à son pied. Peut-être que notre culture, elle ne convient pas exactement à tout le monde parce que on a le droit aussi de dire que créer des logiciels, ce n'est pas forcément ma tasse de thé, quel que soit mon métier derrière. Donc ensuite, concrètement, qu'est-ce qu'on met en place pour arriver à activer cette notion d'épanouissement et plus précisément de sens? Il y a une étude récente qui est sortie, pour tout vous dire, qui est sortie la semaine dernière, de nos copains de Moodwork notamment, et qui disent que ce qui fait qu'on a du sens, c'est principalement 3 éléments. Voilà, alors, il y en a plein, à nouveau c'est multifactoriel, mais si je donnais juste un petit schéma de repère pour qu'ensuite on puisse illustrer derrière, il y a d'abord le fait d'avoir un impact et de se sentir utile. Le deuxième, c'est l'esprit d'équipe, et le troisième, c'est la reconnaissance. Et je peux peut-être vous dire ce qu'on fait sur ces 3 éléments-là. Alors, on fait plein de choses, mais sur la notion d'avoir un impact et d'être utile, quand je suis collaborateur aujourd'hui chez Lucas, comment est-ce que je peux arriver à matérialiser cet impact-là, sachant que parfois, peut-être quand je suis en contact avec le client, que je suis sales ou que je suis consultant, éventuellement, j'ai les retours des clients qui me disent « Waouh, c'est super ce que vous faites, c'est génial, vraiment, votre logiciel m'a beaucoup aidé ». Nous, on a notamment un petit channel sur la messagerie interne Slack, Trop de Love, dans lequel on peut partager les feedbacks positifs des clients.
on relaie aussi les avis super positifs qu'on peut avoir, par exemple, sur Trustpilot de nos clients qui donnent des avis super positifs. Et donc ça permet à tout le monde, même si juste la personne qui éventuellement a développé le logiciel mais qui n'a jamais parlé à un client, de voir l'impact concret de mon métier. Et donc cet impact-là, je le vois matérialise à travers, par exemple, des retours clients. L'esprit d'équipe. Alors, il y a plein d'éléments qu'on fait. On est en train d'ailleurs de relancer, petit d'ailleurs dédicace aux Lucasiens qui peuvent être connectés. On va relancer, renforcer les pots d'accueil des nouveaux pour arriver à faire corps. Et maintenant qu'on est a priori passé l'étape Covid, arriver à recréer du lien avec des événements physiques. Parce que bien évidemment, aujourd'hui, on mixe du présentiel, du télétravail, mais à un moment, c'est important d'être ensemble. Et donc, pas plus tard que dans 10 jours, on va avoir un événement avec tous les 350 Lucasiens réunis ensemble. Donc, aussi arriver à avoir peut-être des temps ensemble et peut-être faire moins de temps de route collectif, pas forcément que tout le monde soit au bureau, mais que les temps soient plus qualitatifs, ça, c'est un élément important. Et puis, il doit être troisième point, sur la reconnaissance, il y a peut-être un élément que je dirais qui est même inclus dans le logiciel et qu'on utilise. On a un logiciel donc, qui s'appelle Populi Engagement, qui est d'ailleurs issu de Blumator que j'avais fait, et qui permet à la fin de chaque enquête qu'on fait pour les collaborateurs, donc en fait, on envoie des enquêtes aux collaborateurs, ils répondent sur leur ressenti, et à la fin, on leur propose de dire merci à un collègue. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait. Donc, la reconnaissance, elle peut s'exercer entre pairs. Et pour tout vous dire aussi, on distribue actuellement, parce que c'est la semaine de la QVT, c'est aussi pour ça qu'on est là, Oui, c'est vrai. on a la chance d'avoir des super stickers de l'optimisme qu'on peut partager entre collègues et qu'on peut offrir pour les remercier. Donc, voilà, on fait à la fois des reconnaissances entre collègues numériques, mais aussi physiques, avec des petits stickers qui arrivent dans le bureau. Trop sympa. Je rebondis sur ça, puisque tu évoques justement la QVT. Est-ce que cette notion de quête de sens, elle s'inscrit, du coup, dans la QVT? Ou est-ce qu'il faut faire une distinction? Ça ne se substitue pas finalement à l'enjeu de la QVT? Est-ce que c'est complémentaire? C'est quoi votre vision à tous les deux sur ça? Je peux commencer avec la pyramide. Moi, j'aime bien l'idée d'avoir une notion assez holistique de la qualité de vie au travail et faire un peu un parallèle avec ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. Ouais. Donc la pyramide de Maslow, que je pense que la plupart connaissent, qui dit qu'en gros, il y a des besoins progressifs que l'être humain va essayer de combler progressivement. C'est la même chose dans le travail. Il y a à la fois des besoins très prosaïques, avoir un espace de travail sympa, ne pas travailler trop tard jusqu'à minuit, parce que si vous travaillez jusqu'à une cave, jusqu'à 2h du matin, il y a peu de chances que votre qualité de travail soit bien. Ensuite, il y a un deuxième étage de la pyramide qui sont les besoins sociaux, les relations avec mon équipe, avec mon manager, le feedback que je reçois. Ensuite, il y a le troisième étage de la pyramide qui va être plus sur le développement des compétences, la reconnaissance que je peux avoir, la notion de progression et développement professionnel. Et puis tout en haut de la pyramide, et donc pour moi, pour répondre clairement à ta question, la quête de sens fait partie intégrante de la QVT, c'est ce qu'on appelle les dimensions aspirationnelles avec la créativité, l'innovation, le sentiment d'appartenance et la quête de sens. Et donc, ça fait un peu de cherry on the cake dit comme ça, c'est-à-dire c'est tout en haut de la pyramide, et ça pourrait même laisser sous-entendre qu'il faut l'aborder à la fin. Moi, je ne suis pas forcément à l'aise, un partisan de dire que ça se traite à la fin. Je pense qu'il faut traiter de manière commune. Et justement, avec les statistiques qu'on a pu avoir de Populi Engagement, on s'est dit quelles étaient les sociétés qui avaient au global une meilleure qualité de vie au travail. Est-ce que c'était celles qui avaient le bas de la pyramide très fort, mais le moins bon? Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est celles qui avaient le haut très bon et le bas moins fort? Donc, est-ce qu'il valait mieux privilégier le sens sur le cadre de travail ou l'inverse? Et roulement de tambour, quand le sens, la créativité, le sentiment d'appartenance est fort, l'épanouissement était meilleur. Et donc, la moralité, c'est peut-être plus intéressant de travailler sur le sens que de travailler juste sur un baby-foot et un palmier. Alors, il faut faire peut-être les deux, mais pour schématiser un peu, on peut conclure ça. Super, c'est hyper complet ton retour. Et Catherine, toi, tu partages cette vision du coup de l'intégration du sens dans la QVT? Ouais, alors je rejoins complètement ça et par contre moi je vais faire un step back. En fait il faut se rendre compte aussi qu'il y a beaucoup de collaborateurs, moi je vois, qui viennent nous dire, moi on m'a répété toute ma vie que les cimetières étaient remplis de gens indispensables, tu sais, et du coup les collaborateurs qui arrivent dans de nouvelles entreprises, ils ont besoin de se sentir uniques. On parle de la quête de sens, il faut aussi se rendre compte qu'on a quand même enfermé les gens, donc en fonction des métiers dans lesquels on pouvait travailler, on a eu plus ou moins de temps et on est en train de voir, alors la grande démission par exemple aux US, mais aussi autour de nous, notre entourage, des gens qui se lancent, qui quittent, etc. Donc, finalement, ça déplace le centre de gravité de la norme. C'est-à-dire qu'autrefois, la norme, elle était dans les carrières beaucoup plus linéaires. Là, en fait, ça nous questionne en fait sur nos propres parcours parce qu'on voit d'autres personnes, en fait, se décaler de leur propre parcours. Du coup, il y a aussi cette notion dans le sens que je vais chercher, c'est que je me pose, moi, en tant qu'individu, des questions. Je vois que les autres prennent des décisions. Et ben moi, je suis dans mon entreprise.
limite, c'est bizarre aujourd'hui de rester 20 ans dans une entreprise, mais attends, il y a des gens qui s'éclatent à rester 20 ans et qui font des carrières linéaires. C'est hyper intéressant, la carrière aussi linéaire. Et tu vois, il faut aussi sortir peut-être de tous ces effets de mode en se disant, voilà, il faut changer sans arrêt. Et c'est réapproprier finalement le sens du parcours, parce qu'en plus, un jour, on peut avoir un sens à travailler là, et puis on peut changer. C'est toujours la juste personne au juste endroit, au juste moment, en fait. On peut correspondre à une culture d'entreprise un peu Jones quand on a 25 ans parce qu'on va boire des coups tous les vendredis. À partir du moment où vous avez des enfants, c'est plus la même envie. Donc, tu vois, c'est aussi se donner, en fait, cet accompagnement. Moi, je crois beaucoup à la formation, tu sais, pour accompagner le parcours du collaborateur, mais qui est tellement pas linéaire, en fait. Et tu vois, Charles, t'évoquais aussi le remerciement. Moi, c'est ce qui sort tout le temps. On me remercie pas, on me remercie pas. Et moi, j'ai décidé d'expliquer aux gens que le remerciement, c'est un peu comme le je t'aime. Tu as des gens qui vont te dire je t'aime au bout de 3 jours sans forcément l'incarner. Et il y a ceux qui vont être timides du je t'aime. Et c'est la même chose pour les managers. Il y a des managers qui ont le sens de l'expansion, du remerciement. Je te remercie. T'es magnifique, t'es incroyable. Et tu as celui qui a grandi dans une culture un peu plus pudique des sentiments, qui n'ose pas le dire. Et donc, l'enjeu, c'est aussi pour moi, je suis beaucoup dans la re-responsabilisation et dans la réappropriation de chacun de son propre parcours en disant, mais vous aurez parfois un manager qui communiquera pas de la même façon que vous, qui osera peut-être pas vous dire merci ou qui s'en rendra même pas compte, mais soyez fiers de vos métiers, en fait, et sentez-vous unique. Et vraiment, pour moi, dans la QVT, c'est se sentir au bon endroit au bon moment, se sentir unique, parce qu'on a passé des années un peu post-tayloristes avec des exécutants, machin, à dire aux gens qu'ils étaient pas indispensables. Mais oui, des comptables, on pourra toujours les changer, des RH, des Catherine, des Charles, il y en aura d'autres. Par contre, qui on est dans nos émotions, le sentiment d'unicité, c'est ça qui doit être hyper complexe pour les RH, parce qu'il faut penser macro et arriver micro en disant, toi, t'es unique et toi, t'es indispensable. C'est ce que, pour moi, les collaborateurs attendent. Et ça, pour moi, ça rejoint la quête de sens. Et c'est bien au-delà du sujet de la qualité de vie au travail, parce que tu peux avoir la meilleure culture d'entreprise, il suffit que tu piffres pas ton voisin d'en face pour que ça se passe mal. Faut quand même le dire. Et puis, tu peux changer d'envie, d'appétence, parce que tes potes te renvoient d'autres envies. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment pas binaire, en fait. C'est un monde en exploration perpétuelle. Et puis, d'ailleurs, par rapport à ça, l'entreprise peut aussi déculpabiliser du fait que un collaborateur qui ne veut plus partir, qui ne veut plus rester parce qu'il ne trouve pas de sens à ce qu'il fait, l'entreprise ne doit pas non plus se sentir responsable de ça. À un moment donné, chacun a ses choix de vie. Les parcours sont individualisés, comme vous disiez tous les deux. Et ça fait partie du cheminement aussi de l'entreprise d'accepter le départ du collaborateur et d'accepter qu'à un moment donné, on n'est pas Dieu, on ne peut pas apporter le sens à tous nos collaborateurs. Et s'il n'est pas là, il faut accepter le départ. Ouais, et là-dessus, il y a même, nous, on essaie effectivement de faire un post-mortem pour chaque collaborateur qui nous quitte pour comprendre pourquoi, parce qu'il y a des choses effectivement sur lesquelles on peut agir, et sur lesquelles on ne peut pas agir. S'il y a un impératif familial, un changement de vie, quelqu'un qui veut juste se reconvertir à devenir boulanger, ça peut arriver. Très bien, dont acte. Et là-dessus, on ne va pas changer Lucas en boulanger pour dire ses collaborateurs. En revanche, ce qui est notre responsabilité, c'est de voir quand effectivement il y a des irritants, il y a peut-être éventuellement des tensions dans l'équipe, il y a peut-être trop de charge de travail, donc ça peut amuser certains. Nous, notre rôle, c'est effectivement de dire, moi j'étais 100 fois d'accord avec ce que disait Catherine sur la côté des carrières linéaires, ça peut être intéressant. Linéaire, ça ne veut pas forcément dire monotone, ça ne veut pas dire toujours le même parcours, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de la beauté à rester dans une entreprise régulièrement. Maintenant, nous, en tant qu'RH, on ne se dit pas, tiens, lui, il a déjà fait 5 entreprises en 5 ans, c'est super chouette, ça va être vachement divers. Non, on sait peut-être qu'il a un peu la bougeotte, et inversement, voir quelqu'un qui peut éventuellement progresser sur une entreprise et faire différentes choses, c'est super valorisé. Et c'est d'ailleurs ce qu'on essaie de faire chez Lucas, avec un fort accent mis sur la formation et sur la mobilité interne aussi, qui est très forte. Alors bon, moi je suis un peu l'exemple caricatural, parce que à l'origine j'étais au produit, entrepreneur et au produit, et puis maintenant je deviens RH, donc c'est un peu caricatural. Mais aujourd'hui chez Lucas, c'est vrai qu'on a beaucoup de passerelles entre nos fonctions produits, nos fonctions consultants, des sales qui deviennent consultants et réciproquement. Donc c'est aussi quelque chose qui, à un moment donné, j'ai besoin d'un sens peut-être différent, mais que je suis quand même raccord avec les valeurs, avec le cadre de l'entreprise, l'entreprise peut aussi s'adapter pour faire des efforts, si les collaborateurs en font aussi, pour arriver à gérer ces éléments-là. Donc c'est du win-win là-dessus. Il y a quelqu'un, ça me permet de rebondir, parce que quelqu'un dans le chat demandait, alors la question c'était, les collaborateurs doivent-ils aussi s'adapter à notre caractère? Alors, je traduis, je pense que c'est Virginie qui a écrit ça. Est-ce que, je le traduis moi, est-ce que le DRH doit s'adapter
au caractère des collaborateurs. C'est ce que je comprends à travers sa question. Est-ce que vous comprenez la même chose que moi ou pas? Dites-moi. Alors moi, j'aurais compris elle dit l'inverse, là. l'inverse. C'est l'inverse? Ah oui, elle le dit d'ailleurs. Autant pour moi, l'inverse. Du coup, Charles, qu'est-ce que tu en penses? Ou Catherine? Je pense que Charles va avoir une meilleure vision, j'imagine. Pour moi, ça passe toujours par la connaissance de soi. En fait, plus on se connaît, plus on comprend l'autre. En fait, plus on comprend qu'on a une pensée linéaire versus une pensée en arborescence, et plus on est capable de l'écouter. Et ça, j'imagine que ça doit passer par du parcours de formation. Dans le sens, l'autre est différent. Je vais laisser parler le RH parler sur ce sujet. Ouais, et puis là on n'est pas tellement, j'ai l'impression, sur le parcours de carrière, on est aussi sur le caractère en tant que tel. Donc évidemment, si on relie ça, on va dire, de manière plus générale à la culture, est-ce qu'un collaborateur doit s'adapter peut-être à la culture de l'entreprise ou aux façons de faire? A priori, oui, comme un minimum. Après, la culture d'entreprise, c'est une culture vivante. La culture chez Lucas, maintenant, c'est pas la même que celle qu'il y avait il y a 3 ans, ne serait-ce que parce qu'on a grandi, parce que les usages sont différents. Et en revanche, oui, on attend d'un collaborateur qui rentre dans l'entreprise, d'être peut-être un peu plus flexible sur certaines façons de faire. Voilà, si demain il nous dit, non, moi j'ai pas envie de travailler sur Slack, j'ai envie d'envoyer que des mails, on va dire, ouais, là c'est un peu compliqué, parce qu'il y a 349 personnes qui travaillent sur Slack, donc si tu refuses ça, ça va pas être terrible. Voilà, donc il y a ces éléments, par exemple la transparence. La transparence, c'est quelque chose qui est essentiel dans la culture de Lucas. Par exemple, on fait des comptes rendus de nos comités de direction chaque semaine, dans lequel toutes les décisions stratégiques sont partagées. On essaie de le faire avec la transparence des salaires aussi dans l'entreprise. Si quelqu'un arrivait et disait, moi la transparence, moyen, je pense qu'il y a certaines infos, je préfère les garder pour moi, on dirait, là, non, on n'est pas dans le compromis, mais la compromission par rapport à notre culture, notre ADN. Inversement, si quelqu'un dit, moi, j'ai telle et telle raison perso qui font que j'aimerais bien faire un peu plus de télétravail, là, bien sûr, on peut discuter, on peut s'arranger. Donc, il y a un équilibre à trouver entre ce qui peut renier entre l'ADN de base et puis les ajustements qui sont, je pense, monnaie courante et qui doivent s'exercer en bonne intelligence au sein d'une équipe et puis avec la direction de l'entreprise. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut... Ouais, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il ne faut surtout pas mentir. Parce qu'à une culture d'entreprise correspondra une personne. C'est-à-dire que si vous voulez, quelqu'un qui est très rationnel ou tu le fais bosser en start-up, moi je l'ai vu, je l'ai vu autour de moi, ça marche beaucoup moins bien que quelqu'un qui part un peu dans tous les sens. Naturellement, il est moins en souffrance. Donc je crois beaucoup, comme tu dis, à la notion de transparence et d'assumer en fait nos entreprises pour pas mentir et pas vendre du rêve. En fait, pas vendre du rêve en disant ici c'est trop cool quand on est dans une entreprise peut-être un peu vieillissante, parce que les entreprises un peu vieillissantes, ça peut permettre à certains de se dire c'est plus tranquille, ça correspond plus à mon âge, à mon caractère, à un instant T, et on veut tous se donner un peu un aspect hyper cool. Mais tu vas pas recruter le bon collaborateur en face. Donc il y a cette notion d'incarnation qui me semble hyper importante. On en revient finalement, quel que soit le sujet, j'ai l'impression qu'on revient quand même très très souvent à la question d'alignement entre l'expérience collaborateur et la marque employeur dont on parle beaucoup. Ce que tu dis, Catherine, c'est très juste. Combien j'entends, moi, en tout cas dans mon quotidien, de personnes me dire l'entreprise, elle a vendu ça, et puis en fait, une fois que j'étais en entreprise, c'était pas du tout ça. Et en fait, cette question d'alignement, finalement, on peut s'amener à se dire, finalement, répondre à cette quête de sens, est-ce que ça commence pas déjà par être clair et transparent dans sa communication sur ce qui se passe réellement en interne, et avoir cette espèce de cercle vertueux qui consiste en fait à avoir des pratiques internes clean et un véritable travail pour répondre aux attentes des collaborateurs, et ensuite faire rayonner ça à travers sa marque employeur, et du coup avoir une marque employeur hyper sincère et pas du fake avec le baby-foot et tout ce qu'on peut voir des fois qui nous fait sourire à chaque fois. Je rebondis juste dans le chat parce qu'on a eu une question et puisqu'on a plus ou moins évoqué un peu la question du télétravail, je reviens sur ça un petit peu. Je crois que c'était Isabelle qui nous a demandé, qui demandait est-ce que le développement du télétravail n'a-t-il pas eu un impact sur la perception du sens au travail? Et moi, je rajouterais même encore plus largement, parce que le télétravail, c'est un peu la conséquence du Covid. Est-ce que la pandémie, même plus largement, a pas eu, enfin moi je pense que oui, honnêtement, mais a eu un gros impact sur cette quête de sens? C'est quoi votre retour? Peut-être Charles, ton retour terrain déjà, toi, comment vous avez vécu l'explosion du télétravail? Est-ce que tu as ressenti un impact sur la perception de sens? Alors, moi je suis arrivé en plein Covid chez Lucas, donc je dirais ça avec oui. avec peut-être d'un point de vue un chouïa plus théorique. Je pourrais répondre aussi en tant qu'entrepreneur. Pour rappel, les 3 éléments, notamment constitutifs du sens, c'était aussi l'esprit d'équipe.
forcément, cet esprit d'équipe, il est refaçonné quand on est plus à distance, quand on était même totalement à distance dans le cadre du Covid. Donc, il y avait forcément un petit phénomène potentiellement loin des yeux, loin du cœur. C'était aussi pour certains l'occasion de réapprendre à travailler ensemble et de manière différente. Et aujourd'hui, on le voit avec des équipes qui peuvent être séparées sur différents sites. Il y a d'autres rituels qui permettent aussi de se découvrir de façon différente. À travers juste certaines équipes. Alors je prends la mienne, tiens, au hasard, on fait des jeux en ligne parfois le vendredi, on se prend 30 minutes et puis juste on prend un temps et on rigole autour de ça. Voilà, c'est très bête, on va faire une sorte de Pictionary en ligne. C'est une façon différente de se reconnaître. Mais il ne faut pas oublier que ça, effectivement, ça pue, enfin, je vais dire, pas dénaturer, mais mettre à mal cet esprit d'équipe et donc cette quête de sens associée. Et puis effectivement, même parfois quand on est juste loin de l'objet physique de l'entreprise, qui peut incarner et puis émaner un peu une sorte de sentiment d'appartenance, on peut avoir cette remise en cause. Peut-être l'autre versant de cette enquête dont je parlais, c'est quoi les 3 principaux facteurs qui réduisent le sens en entreprise. Sans grande nouveauté, hein, c'est l'ennui, l'inutilité et la perte de motivation. Et le télétravail, alors pour le coup, le Covid a pu impacter sur ces 3 éléments-là, parce qu'effectivement, parfois, loin, on peut être moins motivé pendant le Covid, il y a eu des grosses baisses de motivation, et donc ça, c'est fort. En revanche, le télétravail ne va pas nécessairement, et je veux dire même, peut être l'inverse de l'ennui, de l'inutilité ou de la perte de motivation. C'est juste un mode de format différent. Il n'y a pas de règles et tabous. Enfin voilà, on peut très bien se passer au top avec le télétravail. Il faut juste à retrouver ces moments-là pour faire corps. Et à nouveau, moi j'aime bien cette logique de moins mais mieux. Chez Lucas aujourd'hui, on aime bien dire qu'on n'est pas remote first, mais on est remote friendly. Et chaque équipe définit selon son métier, selon ses envies, la fréquence de télétravail qui semble intéressante. Et donc, d'une équipe à une autre, ça peut varier. Ok, ouais, c'est hyper concret comme retour. Merci en tout cas. Catherine, tu voulais ajouter quelque chose ? Alors, complètement, pour compléter, il y a aussi, moi, pendant le télétravail, tout le monde m'a demandé comment je recrée de l'engagement dans mon équipe. C'était la grande terreur. Enfin, j'imagine que de beaucoup de RH qui sont là, comment je recrée de l'engagement, etc., etc. Et je me disais, c'est l'occasion finalement de mettre en place des projets de sens. Pour moi, c'était un peu l'occasion, par exemple, vous avez des démarches QVT, créer des groupes de travail, en fait, parce que, oui, parfois, on a des jobs très administratifs, on s'ennuie parce que, enfin, on s'ennuie, c'est pas qu'on s'ennuie, mais on a trop de boulot, on est la tête dans le guidon devant son ordinateur, on a perdu le sens du collectif et puis parfois aussi, il faut le dire, ça nous donne un peu plus de temps de bosser et on se tape pas toutes les réunions, etc., etc. Du coup, il y avait peut-être une distance et je me disais, tiens, par exemple, les projets RSE, les projets développement durable, c'était des formidables prétextes de sens, en fait, pour aller redonner aussi du sens, en fait, à cet isolement, à cet éloignement et des prétextes. Tu vois, moi, je crois beaucoup aussi aux jeux, aux choses comme ça, aux moments qui nous permettent de rencontrer l'autre, mais on peut aussi utiliser des prétextes plus dans le monde de l'entreprise qui aussi vont servir demain, parce qu'il faut toujours des groupes de travail, vous savez, des groupes de réflexion pour organiser, je sais pas, le prochain événement de rentrée et autres, et ça permet de donner du sens en se disant, parfois mon job, il n'en a pas beaucoup, par contre, mon appartenance à plus grand que moi, en fait, va en avoir, parce qu'il ne faut pas oublier que souvent, en fait, on est un peu perdu dans notre ordinateur, on voit le court terme, tu vois, on voit les milliers de mails qui arrivent, les milliers de sujets à gérer, puis on oublie finalement que on bosse pour une entreprise et on sert un collectif, qu'on bosse, je sais pas, à la SNCF, on permet à des gens de se déplacer, qu'on bosse aux assurances, on permet des gens à être dédommagés. En fait, tu vois, on oublie à quoi on participe en plus grand. Et tu parlais tout à l'heure du sentiment d'inutilité. C'est aussi de se redire, mais à quoi je sers, mais en macro et globalement, enfin, quel que soit notre job, en fait, on a toujours une utilité en macro, même si sur le quotidien, on a peut-être tendance à l'oublier. C'est cette fierté de l'entreprise pour laquelle on travaille, quand bien même, parfois, ça ne soit pas l'entreprise qui se publie sur LinkedIn avec des ballons licornes, quoi. On y revient. Mais c'est parce que ça a un côté désillusion. Hein. Tu te dis, mais moi, mon job, il n'est pas si marrant que les autres. Hein. C'est vrai. Et ce que je vous propose, c'est que déjà de rappeler dans le chat, vous pouvez poser vos questions, on y répondra au fur et à mesure. Et en attendant que les questions apparaissent, moi j'ai une question pour vous, c'est ma question. Je me mets dans la peau d'un RH ou d'un manager qui nous écoute là, et je me dis, j'imagine, j'entends ce webinaire et je me dis, ok, c'est super tout ce qu'ils sont en train de dire, mais moi ma direction, elle fait rien pour la QVT, on me donne pas les moyens. Et je me dis, pour ces personnes-là, quelles actions concrètes
demain, ils peuvent mettre en œuvre sans forcément avoir une direction investie avec des moyens, etc. Des petites actions concrètes demain pour la QVT, pour la quête de sens? Est-ce que vous avez des petites idées comme ça? Alors, est-ce que je peux commencer à répondre sur la méthode avant de donner les exemples? Vas-y. Parce que pour le coup, moi, j'ai vendu des solutions QVT à des RH pendant 5 ans, et puis ils me disaient, ah ouais, mais ça coince un petit peu en haut. Tu l'as entendu ça déjà, hein? Ouais. C'est pour ça que je pose cette question. Ben voilà. Donc moi, je leur disais, commencer par faire 2 choses. La première, c'est commencer par faire des tests. Commencer petit, expérimenter. Et ça peut être un élément très simple et très pratique à faire. Donc, vous faites un pilote. Voilà, typiquement, vous pourrez tester une solution comme Populi Engagement sur une période donnée, sur un périmètre donné. Et ça peut être un premier élément qui peut avancer. Le deuxième point, c'est bien sûr questionner un petit peu le besoin. Vous trouvez la quête de sens, la QVT, c'est pas important. Pourquoi? Là, j'essaie de tordre le cou à un truc. Ici, ce n'est pas un webinaire de bisounours. Nous ne sommes pas des philanthropes disant il faut absolument que la QVT envahisse le monde et que toute l'entreprise ait pour mission de prendre la QVT. Non, c'est pas ça. C'est que la QVT est une opportunité fantastique pour l'entreprise et pour les collaborateurs parce que c'est du win-win. Et un collaborateur qui est bien dans ses baskets, c'est un collaborateur aussi qui va donner plus d'énergie à l'entreprise, qui aura juste plaisir à donner plus d'énergie à l'entreprise. C'est un collaborateur qui sera plus fidèle à l'entreprise. Et donc, tout le monde est content. Le collaborateur qui reste plus longtemps dans un job qui le plaît, et puis l'entreprise qui a des collaborateurs qui sont plus motivés. Et donc, arriver à avoir ce langage un peu, je vais dire presque héroïste avec sa direction, ça peut aider. Et donc, même moi, d'ailleurs, en tant que DRH, quand je dis je vais négocier une nouvelle élément, quand j'ai négocié un petit budget pour la semaine de la QT, je dis mais attendez, les deux équipes en ont besoin, ils vont être contents. Et c'est aussi ça qui fait qu'ils s'inscriront et ils vont jouer le jeu sur le long terme avec Lucas. Donc, avoir ce côté un peu ROI peut être intéressant. Et puis, tiens, d'ailleurs, pour donner des exemples concrets, en ce moment, donc nous, on fait la semaine de la QVT chez Lucas, avec on essaie d'avoir une activité par jour, excusez-moi, pendant cette semaine. Et donc, ça va des stickers qu'on peut offrir à cette conférence qui est en même temps, et qui vont être gratuites aussi. Mais c'est des choses aussi simples que le concours de gâteaux qu'on a pu faire hier, dans lequel les gens viennent, et on a eu d'ailleurs des sablés extraordinaires. Enfin, merci à tous ceux qui ont participé, mais moi, j'avoue, j'ai un petit crush pour les sablés en forme du logo Lucas, en mode rose de chocolat, c'était extraordinaire. Génial. Un concours aussi du déguisement le mieux organisé, un lunch roulette dans lequel les collaborateurs juste peuvent se rencontrer et déjeuner avec un Lucasien qu'ils ne connaissent pas forcément, un concours aussi donc, du pur déguisé et du collaborateur le mieux déguisé. Donc, il y a 36 000 éléments à pouvoir faire. Et d'ailleurs, dans notre outil Populi Engagement, on inclut de bonnes pratiques à 0 € qui peuvent être mises en place. Ok. Donc, quelques actions concrètes comme ça. Pour compléter, chez Culture RH, j'ai rédigé un article sur la théorie du flow. Alors, c'est une théorie qui est exploitable beaucoup dans les bilans de compétences. C'est très orienté quête de sens aussi et applicable à l'échelle d'un manager. Par exemple, dans le cadre d'un entretien annuel, il peut pourquoi pas se poser avec ses collaborateurs et faire un petit travail de questionnement autour du flow. Je vous invite à aller consulter l'article sur Culture RH qui vous donnera plein d'indicateurs. On n'est pas là pour parler de ça maintenant, mais voilà, juste pour compléter. Et toi, est-ce que Catherine, toi, tu penses à une ou deux actions concrètes? Ouais. Alors j'en ai une que j'ai toujours trouvée hyper intéressante. Tu sais, souvent on fait intervenir des gens de l'extérieur. Moi, je fais plein de confs en entreprise, mais faire des TED Talks en interne. Tu sais, inviter les collaborateurs à raconter, par exemple, leurs engagements. Tu sais, les faire parler eux. En fait, ça permet aussi d'individualiser, tu vois, de mettre un peu de singularité. Et je trouve ça hyper intéressant. Tu sais, tu donnes la parole et puis après derrière sur l'intranet, tu peux marquer le supplément d'âme de quelqu'un en fait, et qu'on connaît pas forcément. Ça permet, je trouve, de casser ça. La deuxième chose, ça serait pour montrer en fait le sujet, parce qu'il faut savoir qu'on est en proie à nos algorithmes. De temps en temps, tu as des dirigeants qui se disent que la QVT, personne n'en parle parce qu'ils ne voient jamais en fait le sujet passer sur LinkedIn par exemple. Donc je crois que je commencerai à aller partager des articles, à aller les liker en fait pour transformer l'algorithme. Je commencerai aussi, moi je crois beaucoup à l'incarnation du métier RH. Enfin, pour moi c'est le métier angulaire de l'entreprise de demain, tu vois. Quand comment ça s'appelle, quand Charles arrive chez Lucas, on sait d'où il vient, on sait qu'il a un engagement fort sur la QVT. Finalement, ça devient non opposable. Donc, je me mouillerai un petit peu, en fait, moi,
tant que personne, à commencer en fait à peut-être aller commenter des articles sur le sujet, à en partager, à en écrire, pour dire bah, regardez, ça intéresse. Parce que toi, tu parles du ROI, effectivement, tout le monde le sait finalement, le ROI de la QVT, il est très net, hein, plus d'engagement, machin, moins de départ, etc., etc. Mais par contre, j'irai montrer aussi, mais regarde, ça va stimuler la marque employeur, mais j'irai dans l'incarnation en fait de la fonction. Moi, je suis RH où j'appartiens au RH, mais voilà, j'incarne la chose et ça déplace un peu le centre de gravité finalement des algorithmes qui montrent en fait, qui vont les montrer. Pour moi, il faut hacker les systèmes hein, de toute façon, et c'est un outil. Et dernier point, parce que je vois beaucoup de responsables QVT, enfin quels que soient les métiers, qui se sont flingués la santé pendant 5 ans. Enfin, pardonnez-moi, mais ils ont globalement parlé dans le vide parce qu'ils ont essayé d'aller implémenter des nouvelles pratiques et autres et sans être entendus. Et ça peut être très dur en fait parce que on parlait du sens, mais quand on a envie de faire avancer une culture et que finalement on n'y arrive pas, il y en a pas mal qui ont mis aussi leur santé un peu à mal. Donc, c'est aussi se protéger soi en tant que RH, parce que pour donner aux autres, il faut avoir soi-même. Et c'est aussi attendre le bon moment. Donc, j'utiliserai les petits outils de hacking, en fait, en attendant, finalement, ça paraisse normal à tout le monde. Ouais. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Il faut se protéger, tu as raison. Et d'ailleurs, je profite même, à ceux qui seraient intéressés et qui qui nous écoutent, qui portent des initiatives à 0 € ou qui voudraient en connaître plus, chez Lucas, on va lancer la 5e édition des Awards du bien-être au travail avec des lauréats dans différentes... dont Catherine a été jury il y a 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et donc là-dedans, il y aura notamment une catégorie qui sera les initiatives à 0 €. Et donc, si vous avez des initiatives, vous pouvez candidater. Ou si vous avez juste envie d'en voir, vous pouvez candidater. Et puis sinon, il y aura d'autres catégories, à la fois sur le travail et autres. Et donc, c'est un grand événement. L'appel à candidature est lancé, donc n'hésitez pas. Super, trop bien. Du coup, je vous propose qu'on réponde à quelques questions. Donc, dans les dernières que j'ai vues passer, j'ai vu Mélanie Le Bigot qui nous dit sous quel format les invités, donc les collaborateurs, à raconter leur engagement sur LinkedIn, via l'intranet. Déjà, LinkedIn, effectivement, ça peut être un bon levier. Après, il y a des outils qui existent comme Glassdoor. Je ne sais pas si chez Lucas, vous utilisez Glassdoor ou pas pour avoir ce fameux site de notation où les collaborateurs peuvent partager leur expérience collaborateur au sein de l'entreprise. Ouais, alors pour le coup, ils n'ont pas besoin de notre autorisation pour le faire parce qu'ils peuvent aller en direct et laisser leurs avis. Peut-être un élément qui est intéressant, c'est nous, on travaille beaucoup sur la cooptation chez Lucas. On va d'ailleurs annoncer un nouveau petit teasing pour les Lucasiens qui veulent nous écouter, notre nouveau plan de cooptation là, dans quelques semaines devant toute l'entreprise, début juillet, le 1er juillet. La cooptation est aussi une façon, je pense, assez naturelle pour raconter son engagement. Plutôt forcément le faire sur les réseaux sociaux, on peut aussi le dire à des copains, un copain qui cherche un boulot, tu peux dire tiens, chez Lucas, nous on le fait. Et donc on essaie de développer tout un système qui donne envie aux collaborateurs de parler de leur entreprise, d'inviter leurs proches, les plus talentueux d'entre eux pour rejoindre nos rangs. Donc ça peut être une façon assez naturelle. Pour les inviter à rencontrer ces moments-là. Après, sur quel réseau? Oui, ça peut être sur LinkedIn, sur Internet. Il y a aussi le développement des meet-up. Et on a notamment, nous, la chance d'avoir beaucoup de développeurs et des personnes du produit, de manière thématique, vont organiser, s'investir dans des communautés et dans lesquelles ce rayonnement naturel se fait. Et c'est une autre façon de coopter de manière plus naturelle. Et je pense qu'on arrive comme ça à avoir une jolie marque employeur grâce aux efforts parfois n'en sont même pas de la part des Lucasiens qui prennent plaisir à se rencontrer, à échanger. Ouais, effectivement, il y a plein de canaux différents possibles. C'est intéressant de se pencher dessus et de tester aussi, pourquoi pas, d'explorer les différents canaux. Alors, je ne sais plus si c'est Sandrine ou Sandra, je viens de recoller la question, qui nous demandait quand nos équipes... Alors, attendez, je jongle dans le chat. Voilà, quand nos équipes sont tout le temps ensemble, équipe sur chantier, déplacement à la semaine, en équipe, etc. Comment faire pour faire oublier l'entreprise un peu quand on ne peut pas échapper à ses collègues? Alors, comment... Alors, peut-être Catherine, est-ce que tu veux répondre à ça?
Alors, c'est terrible, mais c'est un peu l'éducation à la déconnexion et à la vie pro, à l'équilibre vie pro, vie perso. Je ne sais même pas s'il y a une différence entre la vie pro et la vie perso, mais c'est en fait comment est-ce qu'on arrive à moduler notre cerveau pour tout simplement, une fois qu'on est sorti du boulot, qu'on passe à autre chose en fait. Ça peut être des rituels, hein, vous savez, vous vous dites, tu fermes l'ordinateur, donc tu sais, tu conscientises en fait le fait de fermer ton ordinateur, je passe à autre chose, mais c'est une acculturation du cerveau en fait à faire, et c'est vrai que c'est peut-être aussi la dérive aussi du sens, hein, quand vous regardez aujourd'hui des gens qui bossent dans les hôpitaux et autres, ils ont tellement de sens qu'ils sont dans un surengagement et qu'à un moment donné, ça craque en fait, hein, parce qu'ils n'ont pas su s'arrêter tant ils avaient du sens. Donc pour moi, c'est de l'éducation, c'est de la formation aussi, et c'est pas une formation qui vient en plus, c'est une formation absolument essentielle pour qu'on soit capable de faire du vide en fait. On est dans une société globalement où on ne sait plus faire le vide, tu sais, on est toujours occupé, on a soi-disant gagné du temps, mais maintenant on est en permanence connecté, et c'est vrai qu'en fait il faut savoir couper, et c'est aussi la capacité à savoir dire non. Non, oui, on a bossé ensemble, mais non, j'ai pas envie de te voir après. Non, j'ai pas envie que tu envahisses mon espace. Et tout ça, c'est de la formation, en fait, à savoir dire non, à plus d'assertivité. Le mot assertivité, je crois, commence à rentrer aussi dans le vocabulaire. Mais c'est vraiment de la formation, hein, parce que ça peut nous envahir. Je pense que l'entreprise a aussi un rôle à jouer là-dedans. Moi, j'ai vu des modèles d'entreprise où, par exemple, c'était pas bien vu de ne pas rester aux after-work, par exemple. Exactement. On peut tomber dans une espèce de toxicité aussi. Hein, je continue dans la lecture des questions en même temps, parce qu'on avance un petit peu. Pour Charles, est-ce que Charles, tu peux nous préciser quand aura lieu les awards de la QVT? Il y a quelqu'un que ça intéresse dans le chat. C'était Mélanie, je crois. Elle voulait avoir éventuellement le lien, le descriptif de l'événement, le formulaire d'inscription, voilà, tous les détails. Est-ce que ça pourrait être transmis? Bien sûr, on va pouvoir le transmettre. Je ne les ai pas en tête, mais pour moi, c'est en fin d'année, mais je n'ai pas exactement la date sous tête. Mais je pense qu'on vous met ça dans le chat. Je te laisse voir ça, mais ouais, ça intéresse. Et une question pour tous les deux aussi. On nous a demandé, je crois que c'était Virginie, sur la transparence, sur notre transparence, est-ce que nous devons avoir une limite? Enfin, jusqu'où on peut aller. Non, mais je pense qu'il y a une question aussi. Alors, ça dépend. La transparence institutionnelle ou la transparence éventuellement interpersonnelle. En termes de communication, si je disais tout de suite à un collègue j'aime pas ton t-shirt avec tes petits tigres, ce serait juste inapproprié, il me semble. En revanche, si me posait la question, j'aimerais vraiment savoir ce que tu penses de ce t-shirt-là. À ce moment-là, il y a peut-être une façon, il faudra peut-être le dire, mais de façon peut-être plus délicate. Au niveau global de l'institution, nous, aujourd'hui, on n'a pas fait effectivement de transparence sur les salaires. On a quand même certains éléments qui ne sont pas totalement transparents. Par exemple, les discussions qu'il peut y avoir dans le cadre des talent review pour dire, voilà, tel collaborateur, comment est-ce qu'on le positionne. Il y a parfois des échanges qui sont à huis clos et dont juste peut-être la conclusion est transmise, mais pas nécessairement toutes les raisons et tous ces éléments-là. Donc, parfois, dans une entreprise, on a besoin de se confier. Parfois, dans une entreprise, on a besoin d'un petit peu de confidentialité. Ça n'exclut pas une certaine forme de confiance, mais il y a effectivement parfois besoin de compartimenter un petit peu. Et ne serait-ce que parfois, donner une transparence sur tout peut juste donner un surflux, un trop reçu d'informations. Donc, la transparence, c'est plutôt un principe. Ensuite, comment est-ce que se traduit? Ça peut varier selon les éléments. Oui. Alors, je te rejoins complètement. Par exemple, moi, je vais donner le cas, quelqu'un a évoqué tout à l'heure l'entreprise libérée. L'entreprise libérée, tu partages. Donc, tu vas aussi partager tes angoisses parfois d'avoir moins de clients. Tu vas partager tes angoisses peut-être business model, mais tous les collaborateurs ne sont pas prêts à accueillir ça parce que c'est pas leur rôle, c'est pas leur métier. Donc aussi, trop de transparence, parfois, ça peut mettre les collaborateurs mais dans des situations de grand stress parce que ça ne correspond pas, in fine, à leur personnalité. Donc, c'est aussi ça. Par contre, l'avantage de mettre un peu de transparence, c'est que ça évite pas mal
de suppositions. Tu sais, dans le monde de l'entreprise, il y a un grand sujet, c'est les rumeurs dans le monde du travail. Plus tu as de transparence, moins tu as de rumeurs, in fine, à gérer, mais il y a toujours cette juste mesure. Par contre, il faut aussi dire quelque chose. Ne dites pas que vous faites de la transparence si ce n'est pas incarné. C'est-à-dire que marquer le mot valeur, transparence, s'il n'y a rien qui est partagé, ni avec vos clients, ni avec vos équipes, ni en interne, il ne faut pas l'écrire, en fait. Mais après, c'est à chaque entreprise de se dire, moi, je préfère, parce que si on est très transparent, on reporte la responsabilité sur les autres. In fine, c'est plus on est transparent, plus la responsabilité est partagée et tous les collaborateurs ne sont pas capables d'accueillir ça. Donc, c'est toujours la juste mesure, en fait. C'est très, très loin d'être binaire, je crois. Ouais, je suis d'accord. Faut jauger. À nouveau, on est toujours, c'est hyper complexe finalement. C'est là qu'on se rend compte que c'est pas aussi simple, que c'est pas d'une facilité donnée. Voilà, ça demande constamment de jauger et en même temps, il faut pas oublier que c'est vrai que le critère de la transparence, c'est vraiment un réel argument à la fois d'attraction candidat et à la fois de rétention. Combien de collaborateurs estiment que leur entreprise n'est pas assez transparente, mais en même temps, c'est très juste ce que tu dis. Moi, j'ai vu des configurations où il y avait trop de communication, justement, et finalement, tout le monde avait peur et tout le monde... voilà, donc, finalement, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de vérité, c'est du cas par cas. C'est difficile de donner des réponses pleines de vérité. Est-ce qu'éventuellement, il y a d'autres questions dans le chat? Je vous invite à les poser, comme ça, on conclut ça. J'attends de voir s'il y a quelques questions supplémentaires qui sont peut-être restées en suspens. Et puis... il y a Solange qui parle aussi de la solitude du manager. Et je crois que il y a quand même une grande solitude des RH. Moi, je m'en rends... En fait, je ne suis pas dans vos métiers, en fait, mais je me rends compte du nombre de témoignages, en fait, que je peux recevoir où j'ai l'impression qu'on met des injonctions. Alors, tu vas faire le bonheur de tes collaborateurs, puis tu vas faire de la transparence, puis tu vas susciter de la confiance, puis ceci. Et c'est pour ça que je crois beaucoup, finalement, dans ces réunions, dans ces partages. Tu parlais du collectif tout à l'heure, Charles. Moi, j'y crois beaucoup parce qu'on peut se cramer les ailes à vouloir essayer de répondre à toutes les injonctions les unes après les autres. Enfin, bon, Charles, c'est toi le RH. Non, mais alors oui, je pense qu'effectivement, ce qui est peut-être un peu plus spécifique au métier RH, c'est qu'on est en prise avec de l'humain et donc le sens, on y trouve immédiatement. Moi, ça fait 3 mois que je suis RH, mais le sens, je ne me suis même pas posé une seule fois la question parce que je me dis, voilà, si je travaille un peu plus tard ce soir, c'est juste pour œuvrer pour un travail plus harmonieux pour les gens que je côtoie tous les jours. Donc, le sens, il est effectivement immédiat et donc derrière, on peut effectivement se surinvestir. Je pense en revanche que, en tout cas, ce que je vois, c'est Lucas, et peut-être parce qu'on est une boîte qui fait des logiciels RH, on est quand même super en termes et les gens commencent de plus en plus à prendre conscience de l'importance des questions humaines au sens large. Et donc, j'ai pas l'impression qu'on soit le petit canard boiteux qu'on pouvait décrire il y a 30-40 ans, dans lequel on était la fonction support, entre guillemets, au sens dévalorisé. On est toujours en appui et on est toujours au service des équipes. Et je pense que notre valeur ajoutée, notre raison d'être est de mieux en mieux compris par tout le monde. Non, je vous écoutais avec passion. J'avais coupé mon micro parce que les aléas du direct, j'ai un monsieur qui souffle les feuilles à côté. Je ne sais pas si vous entendez. Mais tout va bien. Je crois qu'on arrive au bout des questions. Dites-moi si j'en ai zappé une parce que j'ai le chat qui est bloqué. Je n'arrive pas à remonter. En attendant, peut-être le mot de la fin. Charles et Catherine, quelles sont vos actus? Un petit mot pour conclure sur cette thématique de webinaire, dites-moi. Merci pour l'invitation. Ça serait probablement le premier message. Merci pour tous les commentaires. Enfin, je vois dans les commentaires aujourd'hui, un manager doit être à la fois un père, une mère, une sœur, un ami, un pote, mais pas trop, parce que tout d'un coup, si jamais tu es trop proche aussi, ça fait que tes collaborateurs n'osent plus te dire ce qui ne va pas. En fait, il y a aussi ça. Il y a la question d'équilibre, j'ai l'impression que c'est quelque chose de phénoménal. Et pour les actus, non, moi, c'est vraiment sur LinkedIn, sur Instagram, sur un peu tous les réseaux, je communique beaucoup en essayant de mettre des dessins, en me disant ça peut planter des graines, c'est pas de l'injonction, mais voilà, moi, je suis beaucoup là-dessus. Et puis après, j'écris des livres, mais ça, c'est un autre sujet. Super, merci Catherine. Charles?
Nous, l'actu, c'est qu'on recrute, et je partage le petit lien. On recrute beaucoup, on est 350, on devrait être 900 en 2025. Donc voilà, un petit lien à ce sujet-là. Et peut-être le mot de la fin, c'est inviter peut-être à une forme de modération, en tout cas d'invitation au temps long sur cette question du sens. C'est pas forcément des choses qui viennent tout de suite avec un déclic, et qu'il faut peut-être laisser le temps au temps pour y voir un peu plus précisément, pour aussi connaître l'entreprise, les réseaux, les clients, et que on est dans une société dans laquelle on est de plus en plus habitué à être impatient. Donc donnons-nous du temps pour trouver du sens. Voilà. C'est beau. C'est beau. Merci pour cette belle conclusion. En tout cas, merci à vous deux pour ces précieux échanges. C'était vraiment passionnant de vous écouter, d'échanger avec vous. Merci à tous ceux qui ont réagi dans le chat pour votre participation. C'était chouette. On vous a lu au fil de l'eau. On a essayé de répondre au mieux à vos questions. J'espère que cet instant RH vous a plu. Vous pouvez retrouver l'actualité de Culture RH aussi sur notre site, sur les réseaux également. Vous pouvez me retrouver moi aussi sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à venir me faire un coucou. Et puis, écoutez, merci à tous et je vous dis à très bientôt. Une belle semaine à tous, une belle semaine de la QVT d'ailleurs. Au revoir. Au revoir, merci. Merci Charles, merci Catherine. À bientôt. À bientôt, au revoir.